Ouais. Alors, on y est là? Je pense qu'on est bon. Tu crois? Ouais. Vous avez vu le décor? C'est Blanc. Ah, regarde, j'ai même mis le t-shirt blanc. Blanc, 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 blanc. Alors j'ai mis du noir, histoire qu'on nous voit un petit peu, parce que sinon on va pas nous voir. Attendez, je vais juste remettre ça là où... Regardez, Bah, paf. C'est comme disait. Non, c'est blanc, c'est blanc. Comme que je disais, blanc sur blanc. Bon alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, Obésix m'a dit qu'il avait eu pas mal de copains à lui qui l'avaient appelé et que soi-disant on répondait pas assez à vos questions. Alors ok, on va y aller à fond, on va regarder, on va regarder toutes vos questions pour essayer de voir un petit peu, voilà, Raphaël Gauthier nous dit vous êtes solaire. Oh, ouais, bah oui, c'est gentil, Peut-être merci. pas trop s'enflammer quand Non, même. non, restons calmes, restons calmes. Salut à tous, vous êtes tous là, j'adore, vous êtes merveilleux. Donc, au programme. Logiquement, hein, en gros, on aimerait parler avec vous de Wimbledon. On voudrait parler avec vous de la Coupe Davis, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant un petit peu des derniers soubresauts de cette Coupe Davis, la Cosmos Cup. Là. On va parler de Federer, qui était blessé. Vous savez pas? Même Obésix savait pas. Bah oui, mais c'est bien aussi de pas tout dire non plus. Mais faut pas dire. Et puis le Masters, mec, où est-ce qu'on en est, machin, les filles aussi. Enfin voilà. Bon, alors je regarde. Hein, je vois pour l'instant il n'y a pas de questions. Il y a Caro Revol qui nous regarde. Oula. Attention, Caro Revol. Attention, la grande prêtresse de Technifibre. Faut pas, on rigole pas là. Tac. Parlerons-nous de mon fils? Vous voulez qu'on parle on y va, Olivier, on y va. Alors, mon fisien. Bah, moi je trouve qu'il fait tout simple. Bah, il fait du mon fils. Alors, attends, parce que soit on regarde le verre à moitié plein et on se dit qu'il a quand même fait 28 finales depuis le début de sa carrière. D'accord, oui. Soit on regarde le verre à moitié vide. Et qu'il en a gagné, il en a gagné combien? Il a gagné 7. Voilà. Bon, alors pourquoi? Oh bah alors là, attends, si j'avais la réponse, je le dirais directement à Gaël et c'est très vite. Mais maintenant, une fois de plus, c'est du Gaël. C'est que si ça se trouve, il dit que voilà, il se prépare alors qu'il s'est préparé, il s'entraîne pas, on le voit pas. Mais là, en tout cas, bah, il a fait son fameux petit challenger qu'il a gagné en Asie. Il a plutôt pas trop mal joué. Et puis là, moi, je trouve qu'il fait un bon match. En finale, il fait un très bon match. Ouais. Mais voilà, après, ça passe pas loin. Mais pourquoi ça passe pas loin? Ça passe pas loin parce qu'il joue un joueur qui a beaucoup plus de rythme que lui à un moment ou à un autre sur les moments importants. Edmund, ouais. Mais voilà, si ça se trouve, eh ben, il va nous faire un très très bon... Ah bah il y a aussi Florian qui nous regarde de chez Ed. On a fait une pub pour Technifilm, donc on veut parler d'Ed. Tiens, d'ailleurs, faut que je t'appelle parce que... Oh bah allez, vas-y. Non. T'as besoin de nouvelles raquettes ou quoi? Non, je me suis fait un petit cadeau. Je me suis acheté la 25 ans Radical Ed. Je suis un peu déçu, parce que au prix où elle coûte, il n'y a même pas une petite housse. Et ça... Bon, bref. Donc voilà. Donc Gaël, pour moi, si ça se trouve, je te le dis honnêtement, il fera peut-être partie de l'équipe de Coupe Davis pour la finale. Parce que ça va peut-être être le meilleur Français sur les dernières semaines. Mais non. Ah bah tu verras. Mais non, alors là, à un moment, je te rappelle que quand même Gaël Monfils a posé un énorme lapin à l'équipe de France, et notamment Yannick Noah, lors de la demi contre les Croates l'an dernier. Mais la dernière fois qu'il a joué, c'était quand même... Mais non, mais je suis d'accord, mais Benoît, il fait finale là. Là, alors certes, on parle de Gaël, il y a aussi Adrien qui a fait une petite finale, qui a fait une finale à Moscou. Et pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, il était tout seul. Il était sans son entraîneur cette semaine. Il y était tout seul parce que voilà, il s'était prévu. Il fait finale, donc moi je trouve ça aussi très bien. Mais la Monf, à tout moment, il peut bien jouer là sur les 15 jours. S'il fait encore un quart, une demi à Bercy, tu fais quoi? On rappelle, hein, sans rire, enfin, Gaël Monfils, le Monfisien, en indoor, c'est très très solide. Hein. Ça fait très très mal. Alors après, on peut regarder dans le détail le tie-break du 3e et dernier set de sa finale contre Edmund. Moi j'ai trouvé que Edmund était allé le chercher, ce tie-break. Alors que j'ai trouvé que Gaël Monfils, justement, avait tendance un petit peu à être un peu trop attentiste. C'est ce que je viens de te dire. C'est qu'à un moment ou un autre, dans ces moments-là, et sur des joueurs qui ont... Maintenant, Edmund, il a quand même... Voilà, il a un peu plus de bouteilles. Il a joué en plus la Lever Cup. Il a joué pas mal de gros matchs ces derniers temps. Il manque peut-être ce petit coup de rythme, ce petit rythme qu'il n'a pas forcément actuellement. Parce que
il fait pas assez de matchs, il joue pas assez souvent pour, tu vois, enquiller de la confiance dans ces moments chauds, où au moment où il faut mettre le pied dedans, bah, il se retient un petit peu parce qu'il se manque ce petit manque de confiance. Et où est-ce qu'on en est avec mon fils, par exemple, sur un match sur terre battue, puisqu'on vous rappelle que la finale de la Coupe Davis sera sur terre battue, indoor certes, mais terre battue, au meilleur des 5-7. Attends, il y a un bonjour quand même de Nouvelle-Calédonie. 4h35 du matin. Oh non, énorme. Merci Pierre-Louis. Vous êtes des dingues. Tu prends mon fils, toi? Parce que quand même, t'as Lucas Pouille qui vient de passer là, un match compliqué contre Coach Schreiber. Coach Schreiber a eu 9 balles de break, notamment 5 balles de break dans le troisième et dernier set. Il n'a jamais réussi à prendre le service de Lucas Pouille, qui revient, on rappelle, qui s'était fait avoir la semaine dernière, mais parce qu'il revenait, pas trop de repères. Là, victoire intéressante, plus de 2 heures. Faut voir un peu ce qu'il va nous donner par la suite. Avec, on vous le rappelle, le titre à défendre. Après, on en rediscutera parce qu'on aura le temps de revenir sur la Coupe Davis. Mais à un moment, on note, sur une échéance comme ça, voilà, c'est la dernière, dans ce format-là, en plus c'est en France, qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que fait Maxime Goutan, mon fils, plus ambiance Coupe Davis, plus terre battue, plus indoor, ça sent bon. Il n'a pas tort. Tu prends quoi? Tu prends les meilleurs joueurs sur les quelques dernières semaines. Même si Lucas Pouille a toujours fait le boulot, même si Richard est toujours présent, tu vois. Présent. Il a déclaré forfait là. Oui, mais il a toujours été présent dans les Coupes Davis, il a toujours été dans l'équipe. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre les Français qui vont peut-être bien jouer là sur Vienne et sur Bercy. Oui. Tu vois? Par obligation. Donc, si Gaël joue bien à Bercy, ça serait même, entre guillemets, anormal. Alors après, on ne connaît pas non plus toutes les coulisses, que Yannick ne l'appelle pas en lui disant, voilà, tu viens de faire quart ou demi à Bercy, est-ce que tu veux pas jouer la finale? Est-ce que mon fils va l'appeler? Parce que je vous rappelle que Benoît Paire, il va jouer la demi-finale, parce qu'il a envoyé des messages à Yannick Noah. Parce que moi, je ne sais pas du tout où en est la relation entre Yannick Noah et mon fils. Pas super relation, On verra. Alors on rappelle que Lucas Pouille revient à la compète, donc on n'a pas trop de repères par rapport à tout ça. Même s'il a toujours été présent. Et puis il a bien joué à chaque fois. Et à chaque fois il fait son boulot. Richard qui jouait jusqu'à présent très très bien, malheureusement là a déclaré forfait, apparemment blessé au poignet, enfin douleur au poignet. Il a peut-être besoin aussi de souffler un peu. Il a pas mal enchaîné. Donc c'est peut-être une blessure diplomatique pour passer à l'as, quoi. Et puis surtout être bien pour Bercy. Benoît Paire va savoir. Pour l'instant, l'équipe de France de Coupe Davis, c'est gros point d'interrogation. C'est pour ça que je te dis que voilà, il va falloir attendre cette semaine et Bercy pour ensuite créer son équipe tout simplement. Tu prends Mahu Herbert quand même. Ah bah oui, en double automatiquement. Là t'es obligé. C'est 2 places. Oui, je suis d'accord. Il en reste 3. Mahu Herbert qualifié pour le Masters. Il reste 3 places après. Oui. Mais qu'est-ce que je t'avais dit il y a une semaine et 15 jours? Je sais pas. Mais si, je t'avais dit. Mais non, mais je sais pas. Je t'avais dit, moi, si demain il y a la Coupe Davis, je prends qui? Je prends Gasquet, Pouille et mon fils en simple. Gasquet, Pouille, mon fils en simple. Et je rajoute Pierre-Hugues et Nico en double. Voilà. Mais bon, on verra. Ok. Savoir. Et si Gilou nous fait un super Bercy? Ah bah oui. C'est pour ça que je te dis qu'il faudra peut-être attendre le dernier moment. Demi-finaliste à Bercy, le Gilou. Son gagnant. Non, il sera trop loin. Joe, il sera trop loin. Trop loin. Ok. Bercy, aucun enjeu pour le Master, c'est déjà joué depuis l'US Open. Oh non. Raphaël Gauthier. Raphaël, non, t'es pas au courant là, Raphaël. Oula. Peut-être, allez, on va dire sur les 4-5 premiers, mais alors derrière les 3-4 dernières places, il va falloir aller les chercher. Je vous rappelle que pour l'instant, Nadal, Djokovic, Del Potro, Federer, Zverev qualifiés. Del Potro. Mort. Apparemment, je vois pas pourquoi il viendrait jouer le Masters. Donc, ça rajoute une place. Donc ça veut dire que logiquement il n'en est resté plus que 4. Et là dans l'absolu il en reste 5. On a Silic, quasiment fait. Anderson, Tim Isner. Grosse pouille entre Isner et Nishikori. Nishikori qui doit aller au moins en demi-finale là cette semaine pour dépasser Isner si Isner perd tôt. Là, il a sauvé des balles de match. Il a passé son premier tour. S'il perd au deuxième tour... il a passé son premier tour, c'est Nishikori, il a battu Tiafoe. Oui. Celui dont tu parlais. Non. De Isner. Isner a sauvé des balles de match pour passer son premier tour. D'accord. Et Nishikori a passé son premier tour, lui, ce midi, contre Tiafoe. Oui, Nishikori joue bien. Tsitsipas, effectivement. Non, mais il y en a plein. Après, parce que regarde... Tsitsipas, il est 15, on part de loin. Non, on part pas de loin. Je vous rappelle qu'il reste... Là, il reste 500 points. Non, 1500.
Bah oui, mais 500 points cette semaine et 1000 points la semaine prochaine, d'accord? Vous avez Nishikori qui est à 65 points de Isner. 65 points de Isner, c'est rien. C'est un tour. Vous avez Ćorić, on l'oublie celui-là? Ah oui, c'est vrai. Bah oui, on l'oublie. Ćorić, lui, il est à 720 points de Isner. Et Ćorić, il joue bien. Parce qu'Isner, c'est le référent. Il est 8, hein, Isner. Voilà, Isner est 8. 8, d'accord. Et on rappelle que Ćorić va jouer... Attends, je l'ai noté là. Regarde-moi. Ćorić va jouer contre Pouille. Ah oui. Ouh. Ćorić Pouille. Là, à Vienne. En deuxième. Ah, c'est chaud ça en 8e. Hein. Vous avez Fognini. On n'en parle pas de Fognini, mais Fognini, depuis, j'ai l'impression que depuis cet été, le gars, il est quand même très régulier. Ouais. Mais en attendant, il n'a pas joué Shanghai. Peut-être, mais il nous a fait un beau tournoi la semaine dernière. Là, il joue. Il va certainement venir à Bercy. Comment oui, j'espère pour lui. Qu'est-ce qu'il va nous faire le Fognini tout d'un coup en se disant mais imaginons que je puisse aller au Masters. Je pense que et ça serait le premier Italien depuis Panatta, non? Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui, ça c'est sûr. Vous avez Kyle Mund qui est en compète aussi. Vous avez Tsitsipas qui est pour l'instant à 1000 points de Isner. Tsitsipas, avec Obésix, on était d'accord. Pour nous, il était cuit. Non mais attends, en plus... Et le mec, il gagne. Non mais surtout, le paradoxe, c'est qu'il joue simple et double en plus à chaque fois. Là, il a joué son premier tour. Il a fini, donc on est mardi, il a fini dimanche soir à Stockholm. Il a gagné son premier tour aujourd'hui en double. Et il est aussi aligné en simple. À un moment ou un autre, pour moi, il va le payer. Physiquement, il va falloir qu'il souffre parce que là, c'est plus possible. Et il y en a un qu'on oublie aussi, c'est Khachanov. Khachanov, il est là, il peut. Alors après, mathématiquement, c'est très compliqué. Hein. Ça veut dire que les mecs gagnent pas beaucoup de matchs et que lui, en quille, je sais plus où il joue Khachanov, mais je crois qu'il joue, ça c'est sûr. Je joue peut-être à balle, non? Il a une tête à jouer à balle, lui. Il a une tête de ballois, lui. Enfin, tu l'as, je crois qu'il était en haut, là, le Khachanov, là, non? Putain, je l'ai plus. Non, tu vois rien. Non, il est à Vienne. Il est à Vienne. Il est sur Novak. Khachanov, 19e mondial. Khachanov qui a atomisé Manarino au final. Ouais. Atomisé. Mais alors, je m'avance un petit peu. On y reviendra, on aura le temps. Moi, Khachanov, c'est mon outsider 2019. Ah oui. Ah oui je le vois faire une très très grosse saison 2019. Ouais. Et c'est un gars qui peut jouer partout très 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 bien. Il est peut-être sur le gazon. Ouais, le gazon, c'est encore compliqué. Le gazon. Tu me sens la perche. Oh tu me tends la perche. Je te l'attends. Tu la me tends. Tu me l'attends bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça y est, c'est sorti, c'est tombé. Wimbledon, enfin le Racket and Croquet Club, là, a décidé que ça y est, à partir de 2019, il n'y aurait plus les fameux matchs qui durent une éternité, qui mettent en l'air absolument tout. Donc, surtout la programmation. Donc, ça veut dire qu'il y aura maintenant, dans le 5e et dernier set à Wimbledon, un tie-break à 12-12. Un tie-break classique ou un super tie-break? Tie-break classique à 12-12. Pourquoi 12-12? Parce que ça fait un 7 en plus. Oui. Tu vois, c'est comme si on refaisait un 7. Oui, mais enfin... Donc ça veut dire qu'on fait 6-7, quoi. Donc ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Bah, depuis toujours. Donc là, on a quand même l'US Open, ok, qui décide de faire un tie-break au 5e set. Un tie-break à 6-6, classique. Roland Garros, Open d'Australie, pour l'instant, ça bouge pas. Jusqu'à quand? Si, l'Australian Open, il y a tie-break maintenant. Mais non, t'es ouf ou quoi? Bien sûr que non. Il n'y a pas de tie-break dans le 5e set à l'Open d'Australie. Il n'y a que l'US Open qui fait ça. Et donc tout d'un coup, là, je vous rappelle quand même que si Wimbledon lâche l'affaire sur ce 5e et dernier set, tu peux te dire, mais peut-être que les tenues blanches, là, ça, ils vont peut-être arrêter aussi. On va peut-être pouvoir jouer en bariolé dans l'histoire. Enfin, parce que c'est quand même une petite révolution dans l'histoire. Non? Ah bah, c'est clair. Mais après, moi, je trouve, j'ai envie de dire oui et non. Le oui, c'est que si tu arrives à 12-12, tu auras peut-être... Attends, pardon. Et c'est la même règle pour les femmes à Wimbledon. Non. Les femmes, il n'y a pas de 5e set, Jimmy. Non, mais il n'y a pas de tie-break non plus au 3e. Non. Non, c'est juste ça, je pense, sa question. Oui. C'est qu'il n'y a pas de tie-break au 3e. Non. Ah, bah, ils n'ont pas parlé des filles. les filles s'en foutent. Ça les intéresse pas. Donc moi, je te dis oui et non. Je te dis oui, parce que effectivement, tu vois... le match de Querrey et Isner, ça se joue pas. Non, Querrey, Isner. Querrey, Anderson. Anderson, pardon. Ça se joue pas. Non, c'est Isner. Non, Isner, Anderson. Ça se joue pas forcément sur l'aspect tennis, mais sur l'aspect physique. Mais bon, après, voilà, c'est parce qu'il faut être un moment, il faut que tu t'entraînes et il faut que tu sois bien physiquement. Donc, ça perd un peu de son attrait tennistique. Mais j'ai envie de dire, et tu as fait la stat, et c'est la première chose que je t'ai dit quand on en a parlé off. Combien de matchs Non, mais combien il y en a eu? Si on remonte sur 20 ans, combien il y a eu de matchs? J'ai envie de dire,
allez, on va te dire, un gros match qui dépasse, c'est quoi? C'est à partir de 15? Bah non. 14-15 ou... Ah, tu veux dire au-delà de 12-12, voilà, quoi. Voilà. Combien il y a eu de matchs depuis 20 ans au-delà de 12-12? Tu me poses la question. Non, mais il doit en avoir, si on a 10, c'est un miracle. Alors, j'ai calculé. Donc, j'ai regardé parce qu'effectivement, ils ont sorti qu'ils étaient remontés sur 20 ans. Donc, je suis remonté jusqu'en 1998 et j'ai regardé tous ces matchs. Il n'y en a pas. Donc, depuis 1998, il y a eu 2667 matchs de simples messieurs. 2667 matchs. J'ai tous compté, d'accord? Combien il y en a qui sont allés au 5e set, au 5e et dernier set, sur 2667? Déjà, 504. Ouais, j'allais te dire déjà, tu peux. Ouais. 504, 19%. Déjà, ça descend. Ouais. Combien il y en a qui sont allés jusqu'à 6-6? Ou logiquement, si on suit la règle de base du tennis, bah si tu fais un tie-break au 5e set, tu le fais à 6-6. Ouais. Ok? Bon, bah eux non, bon, les Anglais. Ok, d'accord. Bon, et bah imaginons combien il y en a eu qui sont allés déjà au-delà de 6-6. Il y en a eu 114. 22%. Ça, c'est 22% des 504 matchs qui ont eu lieu en 5-7. Oui, hein. bon, si, quand même. D'accord. Et combien il y en a qui ont été au-delà de 12-12? Donc on était à 114 là, tu dis? Ouais, 114 sur les 504 qui sont allés au 5e set. Hein. Et si on a 10, c'est un miracle. 14. Ouais, c'est ça, tu vois. 14 au-delà de 12-12, ça représente 2,8% des matchs. Alors parce que, effectivement, tout d'un coup, cette année, le pauvre Anderson, qui avait passé 11 heures sur le court avec déjà Federer, qu'il avait battu 13-11, puis ensuite son match contre Isner de malade, est arrivé cramé sur la finale, et surtout a foutu la merde sur la deuxième demi entre Djoko et Nadal. Allez hop, on change tout. Ouais, mais tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi ils font ça. Parce que tout le monde était en extase sur le Isner-Mahut. Pourquoi? Parce que c'était un premier tour. Oui. Et à la rigueur, un premier tour, on s'en bat les groupes. Mais sur une demi-finale... Et c'était sur le 18. Voilà, parce que putain, en début de tournoi, on s'en fout, c'est noyé dans la masse des matchs. Mais là... Pardon. Attends, pardon. Il y a Raphaël qui dit tes 2600 matchs, c'est avec les 4 grands chefs. Non. qu'à Wim. Uniquement à Wimbledon depuis 1998. Donc, qu'est-ce qui embête nos amis de Wimbledon et peut-être cette pression qu'ils ont eu des télés, c'est qu'en fait, ça a foutu effectivement le bazar sur les retransmissions. Tu achètes les droits, tu vas pas commencer un match, et alors là, Gleb Sakharov, un petit coucou, parce que félicitations pour ton tournoi la semaine passée. Bravo, bon. Très bien, c'est beau. C'est dommage la finale, dommage. Mais finaliste. Et donc, voilà, tu vois, c'est ça que je trouve... Parce que je pense que c'est les médias et les télés qui ont mis un peu la pression, disant voilà, mais c'est une demi-finale, tu vas pas lancer un match et couper. Donc, si ça se trouve, ils ont raté des émissions, ils ont raté aussi peut-être le journal, tu vois, il y a aussi toutes ces choses-là. Donc, c'est ça qui m'embête. C'est que c'est parce que ça a été une demi-finale qu'on vient là-dessus. Alors que pour le premier tour, on était en extase devant Isner-Mahut. Mais Valentin Delopol, mais le tie-break du 5e set entre Thiem et Nadal à l'US Open était dommage. C'était dommage. Exact. Parce que, encore une fois, tu vois, c'est... Est-ce qu'on doit se plier aux exigences du temps? Parce qu'on joue là-dessus, hein. On joue là-dessus, il faut que ce soit pas trop long, parce que sinon c'est le bordel, comme tu le dis, surtout sur les programmations et sur les télés, qui mettent du fric dans l'histoire. Le tie-break de Thiem Nadal, moi, effectivement, je suis à la place de Thiem, j'ai les boules. Parce que souvenez-vous de cette balle de match, où il rate son match, et voilà, c'est fini. Alors que, on sentait bien que les deux étaient encore capables de jouer encore des heures et des heures et des heures. Alors peut-être qu'ils auraient été pliés par la suite, sur leur prochain tour, mais toujours est-il que ça fout les boules que ça s'arrête là. Tu vois, moi, ce qui m'embête, c'est que voilà, on est de plus en plus, on est maintenant une société de consommation, on prend, on jette, on consomme. Ouais. Et on enlève vraiment, on oublie la dimension historique. Oui, puis l'histoire du tennis. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et on rentre, comme ça va être ça dans 15 jours, 3 semaines, la next-gen, t'as plus d'arbitre, c'est des 7 en 4 jeux, c'est des super tie-break. Et à un moment, alors peut-être que c'est vieux jeu, pourtant j'en ai que 40, mais... Oh, t'es vieux! Ouais. Mais je trouve que voilà, on perd quand même l'ADN du tennis. On est en train de changer la Coupe Davis. À Wim, bam, on va te mettre maintenant des tie-breaks. Tu vois, l'US les prend déjà, parce que l'US, et ils l'ont dit ouvertement, c'est pour les droits TV, parce qu'ils veulent pas déborder, parce que derrière, il y a du foot, il y a du basket, il y a du baseball. Donc voilà, c'est ça qui m'embête vraiment, c'est que on est en train de tuer un tout petit peu l'histoire du tennis. Oui, et après, alors, effectivement, j'ai un peu de mal, hein, mais j'avoue que, après, quand tu réfléchis, on va dire, au joueur en lui-même, le joueur, effectivement, quand tu arrives à 6-6, on sait qu'ils sont prêts pour continuer, à la rigueur.
Mais quand tu arrives à 12-12, tu dis voilà dans quel état ils sont. Est-ce que le fait d'arrêter à 12-12 avec un tie-break, est-ce que ça permet pas aussi d'avoir toujours des joueurs qui sont mentalement encore à fond, physiquement encore à fond, et qu'on va pas continuer comme ça jusqu'à épuisement total d'un des deux, quoi. Mais bon, ce qui a été le cas entre Anderson et Isner. Voilà, et puis s'il y en a un qui est capable de tenir, c'est qu'il est prêt, quoi. Puis voilà, c'est tout et à puis, son honneur. S'il n'est malheureusement après pas capable de se reprendre, oui, mais bon, c'est ça la dimension historique d'un grand chelem. C'est si tu n'es pas capable de le faire, j'ai un peu de mal, j'ai vraiment un peu de mal. J'avoue, on l'attendait, hein, ce 12-12. Ça traînait dans les cartons, on savait que ça allait arriver. C'est arrivé. En plus, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est même pervers. Parce qu'ils n'arrêtent pas à 6-6, comme la logique est, et voilà. Ils arrêtent à 12-12 parce qu'ils se disent potentiellement, c'est comme si on faisait un 6e set. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va faire un set supplémentaire. Alors, allez, on fait un 6e, mais on fait pas à 6-6, mais on va pas non plus au-delà. Donc en fait, c'est du n'importe quoi. Les demi de Wimbledon ont tronqué la finale. Oui. Ouais, mais là, j'ai envie de dire oui et non. Parce que pour avoir commenté la finale, et si vous la regardez, Anderson se rate complètement sur le premier set, mais au fur et à mesure des jeux, il joue de mieux en mieux. Oui, parce que son corps commence à s'habituer à l'effort. Exactement. Donc, en fait, effectivement, il était un peu en dedans physiquement au début, mais après, ça allait beaucoup mieux. Ouais, après, voilà, c'est toujours la même histoire. Et après, en quoi Djoko a eu cette capacité aussi de faire un match de dingue contre Nadal, qui ne s'est pas terminé le vendredi soir, je vous rappelle, qui s'est terminé le samedi. Donc il faut revenir, il n'a pas le même temps de repos non plus que Anderson. Mais toujours est-il que voilà, son tennis lui a permis aussi d'être plus résistant peut-être jusqu'à la fin de ce tournoi. Mais je ne comprends pas, encore une fois, ça m'énerve parce que Wimbledon fait absolument ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Donc je vous rappelle que les têtes de série, on te change ça comme on veut, on s'en fout du classement ATP, et encore, de temps en temps, bon allez on suit, mais voilà, on fait ce qu'on veut. Les tenues, là, voilà, pourquoi eux et pas ailleurs. Là maintenant, il y a un 12-12, bon, d'où ça sort, on sait pas. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé là, cette petite rubrique La révolution du tennis est en marche, parce que on a l'impression que voilà, tout le monde est en train de faire un petit peu ce qu'il veut, quoi. Ce qu'il veut. Donc c'est quoi? Il y a quand même des règles à la base. On est en train de foutre en l'air toute l'histoire du jeu. Exactement. Et puis pour moi, il y a l'histoire. Et l'histoire a quand même son importance. Bon, enfin voilà. Je vous rappelle juste en plus que, je ne sais pas si vous avez vu les photos que j'ai postées sur Twitter et qui ont été faites par Christophe Guibaud, qui est le responsable photo de la Fédération française de tennis, et qui a mis les photos du central de Roland Garros, le Philippe Chatrier. Là, vous voyez ça. D'ailleurs, j'ai une anecdote pour toi. C'est vas-y. Non, mais c'est qu'en fait, je suis passé la dernière fois, ça fait longtemps que je n'étais pas passé devant, et en fait, j'ai pas fait attention, j'ai pris le terre-plein devant Roland Garros, c'est quand même une rue où je passe à peu près 150 fois par jour, ou par semaine, et en fait, j'ai crevé, j'ai pété ma jante, bon bref. Et en fait, mais j'avais pas vu, ils avaient monté, c'était énorme. Eh oui, mais il est plus tout jeune. Hein. Il est plus tout jeune. J'avais pas bu. Tout jeune, mon Bélix. J'avais pas bu. Il est tombé dedans quand il était petit, mais il est plus petit maintenant. J'ai pris le terre-plein. Il a pris le terre-plein. Mais toujours est-il qu'ils font des travaux, mais c'est pharaonique. Ah ouais. Alors sachez que logiquement, ce sera prêt de toute façon le nouveau Philippe Chatrier qu'ils ont été obligés d'élargir pour pouvoir poser le toit. Pas l'année prochaine, hein, le toit sera posé en 2020. Mais toujours est-il que ces travaux-là sont obligatoires pour pouvoir poser ce fameux toit. Et toujours est-il que voilà, ils sont dans les temps, il fait super beau, donc tant mieux. Il y a une ossature. Là, l'ossature est créée. Ouais. La règle à 12-12 inaugurée en 2022, ça se trouve, Julien. Mais où? À Roland-Garros? Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, on verra bien. Toujours est-il qu'on rappelle que Wimbledon a fait une offre. Je ne sais pas si vous connaissez Wimbledon, mais juste attenant au site de Wimbledon, vous avez un parcours de golf. Où on se gare. Où on se gare pendant enfin, sur le côté, hein, pas sur tout le parcours, mais sur une grande partie quand même. Et ils sont propriétaires de ce terrain, Wimbledon, qu'ils louaient à ce golf-là, hein, et normalement jusqu'en 2041. Le bail tenait jusqu'en 2041. Ils se sont dit, merde, 2041, ça fait loin. C'est trop loin, il faut qu'on rachète le bordel. Donc, ils ont fait une offre à tous les membres du golf à hauteur de 80 000 livres par membre. Donc, je vous rappelle que les membres, il y a des couples là aussi. Hein. Ah oui, 160 000 livres, je veux dire qu'ils n'ont pas réfléchi longtemps. Hein. Donc, à partir de 2021, le Wimbledon qu'on connaît va acheter le parcours de golf
qui est juste à côté, vont pouvoir construire des terrains, vont pouvoir étendre leur superficie, de telle façon à ce qu'ils vont avoir une superficie supérieure à celle de l'US Open et à de l'Open d'Australie. Je ne vous parle même pas de Roland Garros, là on est à des années-lumière. En vous rappelant qu'ils auront le deuxième toit sur le court numéro 1 l'année prochaine. Donc là encore une fois, tout d'un coup on se rend compte que le tennis part dans une nouvelle dimension. Une énorme dimension. Mais ce que je trouve mine de rien quand même intéressant, c'est que tout le monde critique, on dit il y a moins de gens qui jouent au tennis, ça intéresse moins les gens. C'est ce qu'on disait la semaine passée ou il y a 15 jours sur les droits TV. Eurosport, on n'avait pas entendu parler, hop, ils se sont arrivés. Donc ça prouve quand même qu'il y a plusieurs groupes qui ont répondu à l'appel d'offres pour les TV. Donc en fait, ça veut dire quand même que le tennis génère de l'argent et intéresse encore quand même beaucoup de monde. Donc c'est ça qui est quand même plutôt positif. Je vois, il y a Raphaël Gauthier qui dit quoi, 80 000 $ par membre. Non, pas 80 000 $. Le dollar, merde, le dollar, ça vaut rien le dollar. 80 000 livres sterling. Ça veut dire, je vous le dis tout de suite, en euros, ça fait 96 800 € par membre. Après, ça dépend combien ils sont aussi, en membres. Alors, ils sont 750 membres. Voilà. Donc c'est un plan de financement de Wimbledon qui est à hauteur de 72 millions d'euros, un peu plus de 72 millions et demi d'euros pour racheter ce parcours. C'est-à-dire qu'ils vont passer de 17 hectares à 46 hectares et demi à peu près. Vous vous rendez compte ? Vous voulez savoir Roland Garros, le nouveau Roland Garros sera à 12 hectares et demi, un truc comme ça ? Dingo. Indian Wells, qui est considéré comme le truc le plus gigantesque, fait 22 hectares. Après, on verra, parce qu'avec le Brexit, peut-être qu'à un moment ou l'autre, ça peut avoir quelques petits bâtons dans les roues. Quand même, enfin, de toute façon, ça a été voté, oui, par les membres du Golf. Tu m'étonnes. Et ce sera avalisé en décembre, là. En décembre. Voilà, enfin voilà, on voulait vous tenir au courant. Ils vont pouvoir faire les qualifs de Wimbledon. Oui, bien sûr. Ils vont construire des cours, justement, en gazon, pour pouvoir faire les qualifs juste à côté de Wimbledon. Ils vont construire aussi des structures avec différentes surfaces pour pouvoir faire en sorte que le tennis britannique soit... Sachant que le centre d'entraînement n'est pas très loin. Il est à Brampton et il est tout neuf. Hein. Il a une petite dizaine d'années. Donc, fallait déménager Raphaël Gauthier. Je pense, moi je pense que oui, Roland Garros à Versailles. Versailles, oui. Après, Roland ne pourra plus s'étendre. Là, c'est fini. Là, on sera au taquet du taquet. Ils ne peuvent pas. Mais après, il y a eu toujours. Je sais que le discours de la Fédé était acceptable aussi. Ils ne voulaient pas partir dans ce gigantisme de tous et conserver, ce côté un peu Paris, quoi, tu vois, où quand tu visites les villes du monde entier, tu te dis, qu'est-ce que c'est que cette folie ? Paris, c'est un musée, tellement ça a l'air vieux, avec ses petites ruelles, ses machins. Mais oui, c'est Roland Garros, c'est aussi l'image de Paris. Et puis quand tu commentes, quand il y a la fameuse caméra qui est sur la Tour Eiffel, c'est l'image aussi de Paris, quoi. Ouais, voilà. Mais bon, tu l'aurais eu aussi de Versailles, avec le château en plus. Bon, écoutez. Tu voulais parler de la Coupe Davis aussi, ah oui, Coupe Davis. Coupe Davis. Imagine le kiff pour toi, Gleb Saparov, Patrick Ribérol. Pourquoi ? Il a peut-être gagné le Challenger, je sais pas. Ouais. Gleb, je sais pas si t'es encore là, mais comment t'as fait pour perdre contre Baldi ? Possible ça, hein ? Bon. Et Baldi avait mis une petite doudoune à Hugo Humbert qui était un peu sur les genoux. Il était sur les rotules, mais je le voyais bien le Gleb passer. Mais bon, c'est pas grave. On y va sur la Coupe Davis. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la petite Quelle heure est-il ? Oh, la vache, ça va super vite. Je sais pas si vous avez vu la conf de presse de Piqué la semaine dernière, en live. On voulait tous voir ça. Enfin, moi, j'étais comme un dingue. Je me dis, qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va dire, le Gérard ? Alors, il faut bien se rendre compte que là, la Fédération internationale de tennis n'existe plus. Ils sont plus là. Il y avait personne. Je vous avais envoyé un directeur, je sais pas quoi, d'exploitation, enfin machin. Donc le Gérard, il a pris la parole, et puis il a commencé à nous sortir le truc. Donc voilà ce qu'on sait. C'est qu'en 2019, alors c'est pas grave s'il n'y a pas Federer, Nadal, Djokovic, il s'en fout. En fait, il n'a pas besoin des joueurs. Ah bon ? Mais je croyais que c'était pas le nouveau truc de la... Enfin bon, c'est pas grave. Alors ce sera après le Masters. Mais pas une semaine après, comme jusqu'à présent, ce sera collé au Masters. Le lundi, le lendemain. Bon, pourquoi pas, hein, si tu veux, Gérard. Et alors, pas de points. Il n'y a toujours pas de points ATP, parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec l'ATP. Hein. Mais,
faut pas s'affoler, hein, parce qu'ils discutent avec l'ATP, et puis à un moment, ils vont se mettre d'accord, peut-être qu'en 2020, ou peut-être 2021, ou peut-être 2053, ils trouveront une solution. Donc, bien évidemment, tu te dis, c'est... Je sais pas qui a géré ce putain de dossier, mais c'est quand même du grand n'importe quoi. Et là, tu te rends compte que ça commence à partir dans tous les sens. Puisque je vous rappelle que Bernard Giudicelli a démissionné de la Fédération internationale de tennis. Mercredi ou jeudi. Ouais, jeudi ou vendredi, je crois un truc comme ça. Mais toujours est-il qu'alors qu'ils avaient fait passer une loi lui permettant de rester au board et tout ça, enfin, il est, je vous rappelle que depuis 3 ans maintenant, décembre 2015, il est c'est le chef de la Coupe Davis, chairman de la Davis Cup à la Fédération internationale de tennis. Il démissionne. Et donc là, tu réfléchis, quoi. Tu te dis, mais pourquoi il démissionne? Bah, tu te rends compte qu'en fait, il y a tellement de doutes en ce moment à la Fédération internationale de tennis, de suspicion, de tension, parce que tout le monde est en train de se rendre compte que ça prend pas du tout la bonne direction, ce truc-là. C'est quand même le gros merdier. Que si jamais ils rentrent pas dans leur argent, que va faire le groupe Cosmos? Ils peuvent très bien se désengager. Parce que pour l'instant, je vous rappelle qu'il n'y a rien de signé sur les milliards de prévus. Hein. On en est très loin. Donc qu'est-ce qui va se passer si les joueurs ne viennent pas? Si c'est un gros foutoir? Parce qu'à part vendre Madrid, pour l'instant, ils ne vendent rien. La Caja Mágica, hein, ça se jouera chez la Caja Mágica, là où il y a le Masters 1000. Donc, Giudicelli démissionne. Alors, officiellement, pour... comment on va dire ça? Pour permettre l'unité de se reformer à la Fédération internationale de tennis. Alors, ça c'est officiel. Officieusement, c'est parce qu'il se rend bien compte qu'il ne peut plus être président de la Fédération internationale de tennis, puisqu'il ne voulait pas être vice-président, il voulait être président. Sauf que là, à l'heure actuelle, vu ce qui se passe, il ne le sera jamais. Donc, je me casse de la Fédération internationale de tennis et je me concentre sur la Fédération française de tennis pour... les réélections. Bah après, se concentrer sur la Fédé, c'est pas mal non plus. Ah bah, bien sûr. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je vous rappelle qu'il a été élu il y a 1 an et demi, c'était en février 2017, donc il est pour l'instant président jusqu'en février 2021. Mais bon, c'est pas pour ça que tout se passe bien. La Fédé. Oui, c'est tendu aussi. Donc, je vous rappelle qu'il y a un monsieur qu'on connaît bien, monsieur Villotte, qui a longtemps officié pour la Fédération française de tennis. 2007-2009. Ouais, qui s'occupait en plus de toutes ces histoires de paris sportifs, qui est vraiment quelqu'un de très bien, qui vient d'être nommé directeur général. Alors que jusqu'à présent, il n'y en avait pas de directeur général. Il n'y en avait plus. Depuis l'époque Giudicelli. Donc, tout d'un coup, tu te rends compte qu'on est en train de remettre un petit peu tout ça en ordre. Ça fait peur, hein, tout ça, quand même. Hein. Ouais. Moi, ça me fait peur. Hein. C'est compliqué, tout ça. Il n'y a rien de simple. Alors, et puis, une fois de plus, une voit que ce ne sont que des tractations politiques. Le tennis en lui-même... le tennis. Attends. Raphaël Gauthier. Et la fin de saison féminine, Masters, Kasatkina, Yastremska, Svitolina. Alors, Yastremska, j'en ai parlé au Basics juste avant de prendre le nez. Il m'a dit qui? Non, j'ai dit quoi? Ouais. Dit quoi? Comment? Comment? Oui, je t'entends pas. Yastremska, c'est celle qui a gagné Wimbledon chez les juniors en 2016 et qui a 18 ans, qui est en train de péter tous les scores, qui joue mais vraiment le feu de Dieu et qui est maintenant, qui doit être dans les 60e meilleures joueuses mondiales et qu'il va falloir surveiller l'année prochaine, ça c'est sûr. On rappelle que pour le Masters féminin, apparemment, c'est plié pour Svitolina. Ça y est, elle est qualifiée pour les demi. Kvitova, out. Et ça va jouer entre Wozniacki et Pliskova pour la suite. Dans ce groupe-là, l'autre groupe, il y a eu 2 matchs, donc pour l'instant, on ne sait pas trop. Même si Naomi Osaka a perdu. Raphaël répond. 350e l'année passée, 55. 55 maintenant. Ouais. Mais elle est vraiment, si jamais vous pouvez la voir jouer... Regardez, Yastremska, très très intéressante. Et attends, j'ai vu un truc par rapport à quoi? Ah oui, est-ce que vous avez des nouvelles sur les wildcards de Bercy? Bah non. Ça c'est un sujet, comme une fois de plus, touchy pour les wildcards de Bercy. Et alors, comme pour les wildcards en général. Alors, sachez que pour Bercy, pour l'instant, Federer attend. Il attend dimanche soir. Il est en train de gagner, là, on a vu passer, je crois qu'il est contre Krajinovic, un 7-0 de break. Donc il verra, suivant ce qui se passe à Bâle, peut-être qu'il viendra à Bercy, tout en sachant que de toute façon, lui, ce qui l'intéresse, c'est le Masters, hein, c'est enfin voilà une grosse compète.
Il cherche pas la place du numéro 1 mondial, donc bon, à la base, bon, pourquoi il viendrait, je ne sais pas. Nadal, no news. No news, personne ne sait. Alors il est là. Bon, on sait qu'il ouvre une seconde Académie Nadal au Mexique, à Mexico. Mais à part ça, au niveau tennis, on ne sait pas. Est-ce qu'il viendra? Je pense que oui, parce que normalement, il a besoin de matchs avant le Masters. Pour moi, il faut qu'il joue. Mais pour être bon au Masters, il faut qu'il joue. Est-ce qu'il a envie de se défoncer tout en sachant qu'il pourrait peut-être se refaire mal avant de commencer la saison 2019? Allez savoir, on n'en sait rien. À moins qu'il soit vraiment encore blessé, ou alors qu'il n'ait plus aucune douleur. Ça, mais on ne sait pas du tout. Djokovic est sûr qu'il viendra. Parce qu'il veut la place du numéro 1 vaut mieux, parce que si on n'a pas Roger, on n'a pas Rafa et on n'a pas Djoko, ça commence à faire mal. Ça se complique. Ouais. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas. Et alors les wildcards, on ne sait pas. Sachez que Hugo Humbert ne sait pas. Il est à Brest. Il est à Brest, il joue à Brest, il n'a aucune nouvelle. Il ne sait pas. De toute façon, il peut pas. Ils vont pas lui filer la wildcard de qualif. Sauf s'il perd rapidement à Brest. Ou alors s'il perd. Mais tu vois, ce qui m'embête, c'est que c'est un jeune joueur qui a bien joué. Alors, certes, je vous énerve peut-être avec Hugo Humbert, mais on critique, on n'a pas de jeune, on n'a pas de jeune. Là, on a un jeune qui rentre dans le top 100. On a un Masters 1000. C'est le dernier tournoi de la saison. C'est peut-être le moment de le mettre en avant. Alors, au moins de le prévenir, lui dire, non, t'as la wildcard pour les qualifs ou t'as la wildcard pour le tableau. Mais il vient d'enchaîner encore un vainqueur, une demi aussi, dimanche dernier. Là, il est à Brest. Si, admettons, il perd en 8e ou en quart à Brest, il va rentrer vendredi soir à Paris pour jouer samedi son premier tour de qualif. C'est pas du boulot. Il faut le prévenir bien avant. Tu vois? Et à un moment, j'ai rien contre les Joe Tsonga, les Chardy, les Benoît Paire, les Français qui sont pas dans le tableau. Mais putain, à un moment, on n'arrête pas de dire on n'a pas de jeunes Français. Arrête de dire des gros mots. On n'a pas de jeunes Français, on a un petit qui est là. Donnez-lui la wildcard pour le tableau final. Ouais. Non, je comprends pas. Tu vois? Pour moi, c'est une obligation. Faut croire que non. Je ne vois pas comment Hugo Humbert ne pourrait pas avoir la wildcard pour le grand tableau. Non, tu sais ce qui va se passer? Ils vont donner peut-être à Benoît Paire, parce que Benoît Paire a fait gagner la France, entre autres, pour la demi de Coupe Davis. Jérémy Chardy fait partie du groupe aussi. Tu vois, je sais pas. Après, moi, j'ai rien contre eux. Mais je me dis, à un moment ou à un autre, on a la chance d'avoir le dernier tournoi de la saison. C'est un Masters 1000, c'est en France. On a un jeune Français qui a fait plus de 80 matchs cette saison. Il est top 100. Il n'a pas une wildcard de la saison, quand même. Faut pas oublier qu'un petit Hugo Gaston. Qu'est-ce qui attend? Il y a Douglas Rien. Vous deviez être aussi enthousiaste sur Moutet l'an dernier. Mais Moutet aussi. C'est la vérité. Mais Moutet aussi. Ouais, mais tu vois, regarde. Alors là, très bon sujet, Douglas. Et après, on finira. Ce que je ne comprends pas. La Fédération française a une wildcard à l'US Open. Dernière semaine d'août, première semaine de septembre. Ils annoncent la wildcard mi-juillet pour Corentin Moutet. Et là, Bercy, on a un jeune qui joue bien. C'est chez nous. Personne n'est au courant. On n'annonce pas les wildcards. Donc, je ne comprends pas. Là, à un moment, il faut m'expliquer. Voilà, c'est tout. On verra. On verra. Hein. De toute façon, on vous tiendra au courant via les réseaux sociaux. Puis même vous le verrez. Mais bon, je vous dirai de toute façon dès qu'on saura. Faut donner du temps de jeu à Chardy en vue de la Coupe Davis. Après, peut-être qu'il y a aussi une réflexion autour de Yannick Noah, qui est en train de réfléchir à son équipe de Coupe Davis et qui va demander à ce qu'effectivement tel ou tel joueur bénéficie d'une wildcard pour pouvoir jouer au meilleur niveau. Benoît, la finale sera sur terre battue, on est sur dur. Je sais bien. Tu vois, les joueurs, certes, ils jouent un match de qualif, ça n'a rien changé pour lui s'il joue un premier tour de tableau final 2 jours après. Hein. Non. Tu vois, donc à un moment, non mais c'est le timing. C'est de se dire, tu vois, sur l'US, un mois avant, ils ont donné cette wildcard pour un joueur, c'était Corentin, très bien. Là, on a les wildcards, c'est à une semaine, ils ne donnent pas un nom. Et ils mettent pas en avant un jeune. Moi, je comprends pas. Voilà. De toute façon, on s'en fout un peu de la Coupe Davis. Maintenant, ça va rien changer. Mais si, parce que la Coupe Davis, moi, je vous le dis, dans 3 ans, la Coupe Davis peut très bien redevenir la Coupe Davis, comme on la connaît. Parce que je pense que leur espèce de mierdas qu'ils essayent de mettre en place ne prendra pas. Donc, à un moment ou un autre, quand il n'y aura plus Cosmos derrière, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra peut-être revenir aux bases. Et tout pareil, il y aura un tel engouement que ça marchera. Mais bon, on verra. Et une dernière chose avant de se quitter, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs par rapport à l'exhibition que doivent faire Rafael Nadal et Novak Djokovic dans un pays qui est un petit peu chaud en ce moment par rapport, vous savez, au journaliste qui a été assassiné. Oui, faut y aller entre guillemets parce que pour l'instant il y a une enquête et tout ça et compagnie. Donc ils vont aller jouer là-bas. Donc imaginez le chèque, c'est fin décembre. Imaginez le chèque pour Nadal et Djokovic. Bien évidemment, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse ni de Djokovic ni de Nadal, mais il est impossible
qu'ils aillent jouer là-bas. Enfin, après un moment, quand on connaît les qualités humaines de ces deux mecs-là, surtout Djokovic qui nous survend le truc côté love, amour et passion là, amour y passe, ils peuvent pas aller là-bas, c'est impossible. On peut pas tout mélanger non plus. On ne peut pas, avec leur image, aller dans des endroits comme ça quand toute la communauté internationale est en train de tirer à boulet rouge là-dessus. Donc, encore une fois, on vous tiendra au courant. Mais logiquement, ils peuvent pas y aller, c'est pas possible. Voilà, 20h10, les loulous. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais... T'es incapable de faire 30 minutes. Mais parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais oui, mais je suis d'accord, mais à un moment, il faut avoir un timing. McEnroe avait refusé de jouer Borg en Afrique du Sud lors de l'apartheid. Valentin Delepol. Ok vrai. L'apartheid, moi je dis. Quid de Pepe Imaz, il est toujours dans l'histoire, sachez-le. Alors, on le montre plus. Il a toujours des cheveux. Le céter soyeux de... Mais il est toujours... Mais on le montre pas. Mais il est là, il papote avec Novak. Vous avez vu les photos de Novak avec son enfant et sa femme? Putain, j'en peux plus. Amour et paix. Amour et passe. Amour et passe. Amour et passe. Non, mais non, il fait hop. Amour et passe. Et il prend, il vous donne. Il prend, il vous donne. Ok. Bon, les tennis. Ouais, on pourrait faire 1 heure de live. Non, mais non. On pourrait faire 2 heures. On vous aime, les gars. Même en replay de 1 heure, c'est top. Merci les loulous. Merci de nous suivre surtout. On vous fait des gros bisous. Et puis. Eh ben, on se croisera peut-être sur Bercy. Pour certains. Ah bah ouais. Who knows? Ouais. Bercy, lundi. Bercy, tac. Et puis voilà. Hein? Et puis on se verra après Bercy. Bah ouais. Hein. On fera un petit point, là, on en saura beaucoup plus. Ouais. Murray? Okay. Toi, Murray? Non, Murray. Non, on n'a pas le temps. Je fais une vidéo sur Murray, d'accord? J'ai plein d'infos sur Murray. Je vous fais une vidéo sur Murray dans la semaine et je vous poste ça sur... Regardez-le parce qu'elle sera intéressante. Il veut pas. Chaud. Allez, bisous à tous. Pourquoi toujours la terre battue? Parce qu'on est bon sur Fainéant, terre. fainéant, il dit. Allez, ciao. Non.